Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous rencontrer ce matin. J'ai pensé, j'aurais pu vous présenter aussi toute la trajectoire de l'Atelier Université pour moderniser ses infrastructures, puisque j'ai été auparavant directeur des services technologiques et je suis donc chargé d'implanter un certain nombre d'infrastructures et de systèmes. Mais comme depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, je suis davantage impliqué en pédagogie. Ma présentation va être axée sur la jonction de la technologie et de la pédagogie. Et évidemment, il y a un aspect recherche là-dedans, mais il y a un aspect implantation aussi qui est important. Donc, j'ai intitulé, j'ai changé le titre un peu, donc la personnalisation dans les environnements numériques d'apprentissage en ligne. Ce thème-là m'est devenu particulièrement important dans la mesure où on a commencé à s'intéresser aux cours en ligne ouverts et massifs, ce qu'on appelle aussi les MOOC. Mais c'est vrai aussi que c'est important dans toute formation en ligne. Et comme vous le savez, l'Atelier Université pratique maintenant presque uniquement de la formation en ligne. Donc, on est aussi des praticiens de la formation en ligne. Alors, très rapidement, le contexte, donc l'évolution du web. Alors, on a commencé autour de 1998 à utiliser le web de documents à la Téléuniversité. Ensuite est arrivé le web social, les wikis, les blogs, Facebook, Twitter. Le web sémantique. Alors, on a commencé à faire des travaux sur RDF, OWL, Sparkle. On a certains cours là-dessus. Et au laboratoire, on a commencé à développer des applications. Et évidemment, le but, c'est d'intégrer tout ça dans des environnements numériques d'apprentissage de prochaine génération. Par ailleurs, du côté des technologies d'apprentissage, il y a eu toute cette évolution-là. On peut dire que MIT a commencé avec l'OpenCourseWare. Je participe au Globe Consortium. On a travaillé dans les normes et standards, particulièrement IMSLD, qui est une norme de scénarisation pédagogique. Les compétences et un portfolio qui regroupe les compétences. Et puis, maintenant, plus récemment, les MOOCs, donc les CLOM, les cours en ligne ouverts et massifs. Au Québec, j'ai travaillé dans des projets comme EduSource, Cancar, Paloma. Paloma, c'est un logiciel qu'on a développé, un des premiers de gestion des ressources éducatives libres. Ensuite, j'ai dirigé un réseau pan-canadien qui a travaillé justement à intégrer des éléments de web sémantique à l'intérieur de ces technologies. Plus récemment, un projet du ministère de l'Éducation qui a mené au logiciel Comet, qui est un gestionnaire de ressources, mais axé sur le web de données liées, qui est en usage dans les collèges actuellement. Et puis, plus récemment, à l'Atelier Université, le projet ULibre, l'ACDI, qui est un projet d'infrastructure du FCI pour soutenir les cours en ligne ouverts et massifs, et un projet du CRSH sur la personnalisation des CLOM, dont je vais vous parler plus à fond maintenant, aujourd'hui. Maintenant, il est important de regarder aussi l'évolution pédagogique. Donc, on a commencé à parler de pédagogie ouverte bien avant le web. Donc, dans les années 70, on a mis en évidence la nécessité de rompre avec la pédagogie transmissive, ou que certains appellent la pédagogie encyclopédique. Les gens disaient on va présenter des choses aux étudiants au cas où il y en aurait besoin. Et puis après, on a inversé les choses et on a dit bien, quels sont leurs besoins? Et est-ce qu'on ne pourrait pas orienter nos présentations en fonction de leurs besoins? Alors tout ça mène à l'idée de personnalisation. Le caractère émergent, situé et distribué de l'apprentissage également, tout l'aspect de collaboration qui est un facteur de personnalisation. Quand les gens collaborent, travaillent en équipe. Ensuite, il y a eu les travaux d'autogestion de l'apprentissage. Donc, l'importance que l'étudiant puisse être autonome. Donc, il y a une capacité d'autodirection. Alors, on a fait une première thèse, la thèse de Diane Rueland, dans mon laboratoire. Et puis, on a travaillé beaucoup sur l'ingénierie pédagogique, donc la modélisation des connaissances et des compétences. On a 2 thèses de doctorat là-dedans qui ont été faites. Le rôle central de la scénarisation pédagogique, 2 autres thèses là-dessus. Et il y a encore des étudiants là, qui travaillent avec nous sur différents aspects de ces questions-là.
Alors, j'en arrive à la personnalisation. Donc, trois thèmes d'abord, trois termes qu'il faut préciser. Donc, l'individualisation, où là, c'est le rythme d'apprentissage qui est adapté à chaque apprenant. On peut dire que le modèle technopédagogique de la téléuniversité, c'est un modèle d'individualisation. Évidemment, si vous individualisez trop, bien, les étudiants ne peuvent plus travailler en équipe. Et très souvent, on a eu des problèmes de ce côté-là entre coordonner l'individualisation et la collaboration entre les étudiants. Puis généralement, l'administration de la téléuniversité a opté pour l'individualisation et certains professeurs pour la collaboration et jusqu'à un certain point. La différenciation, là, c'est l'adaptation aux préférences individuelles d'apprentissage. On a les mêmes objectifs, le même contenu pour tous les étudiants, mais on a des méthodes, des parcours ou des scénarios selon les préférences individuelles. Je pense qu'on n'en est pas là dans la plupart de nos enseignements universitaires. Et quand on parle de personnalisation, ben c'est non seulement l'adaptation du rythme, des objectifs et des méthodes en fonction des préférences individuelles, des intérêts spécifiques. C'est non seulement l'adaptation au rythme, mais aussi même des objectifs et des méthodes. Ce qu'on retrouve dans certains cours en ligne ouverts et massifs, qu'on a appelés les C-CLOM ou les CLOM ou les MOOC connexionnistes. Et ça, il commence à s'en faire de plus en plus sur la planète, et c'est extrêmement intéressant. Et c'est dans ce sens-là qu'on a trouvé utile de s'intéresser aux cours en ligne ouverts et massifs, à la fois parce que c'est intéressant en soi, mais aussi pour faire évoluer, si possible, les méthodes d'enseignement dans notre institution, à la téléuniversité. Alors, pourquoi personnaliser l'apprentissage? Donc, la personnalisation englobe l'individualisation et la différenciation. Bien, d'abord, une question de qualité. Alors, ici, je cite une étude qui s'intitule « Instructional Quality of Massive Open Online Courses », qui a été publiée. C'est une étude qui a été réalisée entre septembre et décembre 2013. On a examiné 50 cours ouverts et massifs plutôt transmissifs et 26 plutôt collaboratifs, plutôt ouverts. Donc, 76 cours qui ont été analysés en fonction de principes pédagogiques de qualité qui ont été énoncés par David Merrill, qui a appelé les First Instructional Principles. Et le résultat, c'est qu'il y a très, très peu de cours qui se qualifient. En fait, la plupart des cours ne précisent même pas les objectifs d'apprentissage. Alors, les gens se mettent devant les appareils et utilisent un environnement numérique d'apprentissage et produisent les cours. Donc, très, très peu de personnalisation aussi dans ces cours encore. Pourquoi personnaliser l'apprentissage? Bien, d'abord, pour une question de qualité. On peut dire que la qualité d'un cours, ce n'est pas la clarté de l'exposé du professeur qui va le déterminer d'abord et avant tout. C'est est-ce que le cours tient compte des connaissances et des compétences actuelles des étudiants et des compétences visées, des compétences dont il a besoin. Si vous prenez un cours en ligne ouvert et massif, vous commencez à le suivre, vous allez constater que la plupart du temps, les concepteurs n'ont pas tenu compte, ils ne peuvent pas tenir compte de vous parce que vous êtes 5 000, 10 000 distribués sur la planète. Alors, il y a un problème et la plupart du temps, vous allez dire, ben là, moi, je connais tout ça, ou il manque énormément de prérequis. Puis là, il y a énormément d'abandon, évidemment, dans les cours en ligne ouverts et massifs, à cause de la non-possibilité de personnaliser les cours. Et puis aussi la motivation et les intérêts des apprenants. Si vous prenez un cours, vous apercevez que le sujet ne vous intéresse pas vraiment, ben, vous allez l'abandonner également. Alors, on a développé, nous, une méthode pour caractériser les connaissances. On regroupe les idées de connaissances, d'habileté intellectuelle qui s'exerce sur des connaissances et de performance, donc à un certain niveau de performance. Et on croit énormément aux apprentissages fondés sur les compétences parce que c'est comme ça qu'on peut s'adapter aux besoins des apprenants, tenir compte des objectifs et des motivations. Et en même temps, en assurant une autogestion des apprenants, ben, on arrive à réaliser un peu ce
qui est peut-être le plus important en éducation, d'apprendre à apprendre. Il faut développer ses propres méthodes. Si vous n'avez pas d'autonomie dans l'apprentissage, si vous ne participez pas à l'autogestion du cours, du scénario, vous n'allez pas apprendre à apprendre. Ça fait au moins 30 ans, moi, que je vois des documents de l'UNESCO, de l'OCDE et d'ailleurs qui disent c'est important, là, dans la société du savoir d'aujourd'hui, il faut que les gens apprennent à apprendre. Bien, tant qu'on ne laisse pas suffisamment d'autonomie à l'étudiant dans le cours, il ne peut pas apprendre à apprendre. Alors, donner de l'autonomie, ça peut être de l'enseignement par projet, des cours axés sur la résolution de problèmes. Bon, il y a plusieurs moyens d'arriver à faire ça. Et puis, il faut aussi garder à l'œil un certain équilibre. Oui, on ne peut pas dire que l'étudiant va tout autogérer, que tout va être orienté en fonction des besoins, mais il faut aussi une assistance externe, donc le rôle du professeur, le rôle des facilitateurs, le rôle des outils aussi informatisés qui peuvent donner de l'assistance à l'apprenant. Vous avez ici une vue du portail Ulibre de l'Atelier Université où vous avez 2 cours qui ont été offerts à partir de l'automne dernier. Et pourquoi on s'est intéressé au CLOM? Bien, d'abord parce que on voudrait passer de la classe virtuelle, qui est un peu la base à l'Atelier Université, aux cours ouverts et massifs. Et que dans ces cours ouverts et massifs, justement, la personnalisation pose un plus grand défi que dans un cours où vous avez 15, 30, 40 étudiants, où déjà il y a une certaine diversité. Imaginez-vous, dans ces 2 cours, le cours a été offert en francophonie à 5000 étudiants. Donc, il y en avait en Afrique, il y en avait en Europe, il y en avait évidemment ici au Québec et dans le reste du Canada. Donc, des gens des cultures différentes, des gens avec des formations différentes. Alors, si on regarde maintenant les paradigmes de personnalisation, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Bien, évidemment, le tutorat humain, sauf qu'avec 5000 étudiants, on n'a pas trouvé de modèle vraiment économique. On a des animateurs de communauté qui ont animé les forums et tout ça, mais il y a des limites à ça. Est-ce qu'on peut aller du côté des systèmes adaptatifs, des systèmes de recommandation qui pourraient aider à déterminer les ressources en fonction des compétences actuelles des apprenants? Donc, un scénario générique avec des options, des ressources à consulter, des activités aussi. Et aussi, un autre aspect de la personnalisation, un cours opéré par l'apprenant. Donc, dans un environnement personnel d'apprentissage où l'apprenant va, dans son poste de travail, va se donner des outils de collaboration, des outils qui lui permettent d'adapter, si on veut, le cours davantage à ses besoins, et puis un peu de tous ces éléments-là, c'est-à-dire un aspect hybride. Et puis, notre préoccupation, c'est d'instrumenter plutôt la personnalisation dans les environnements numériques d'apprentissage et dans les plateformes de cours en ligne ouverts et massifs. Donc, pour ça, on s'est dit, bien, on va commencer par représenter les connaissances nécessaires à la conception et à la réalisation dans un objectif de personnalisation. Encore une fois, ce n'est pas qu'on pense que c'est la seule chose à faire, mais on pense que c'est une dimension de qualité importante. Et puis, ensuite, comment on pourrait intégrer des outils d'aide à la personnalisation pour les concepteurs et pour les apprenants? Parce que si on pense à une certaine autogestion des apprenants, bien, il faut que les outils d'aide à la personnalisation leur soient accessibles, qu'ils ne soient pas trop complexes, qu'ils ne soient pas trop ouverts uniquement à des spécialistes. Se lie à tout ça l'importance des ressources éducatives libres. Alors, si on regarde les cours ouverts et massifs, ben, il faut les voir comme des agrégats de ressources éducatives libres. Si les ressources éducatives ne sont pas libres, si elles sont propriétaires, ben, vous n'avez pas vraiment un cours en ligne ouvert et massif. Et donc, on a des limites parce que très souvent, on est pris avec des environnements où les ressources sont propriétaires. Il faut acquérir des licences. Ça limite énormément la diffusion massive des cours.
Ensuite, les cours en ligne ouverts et massifs, ce sont elles-mêmes des ressources éducatives libres, donc des modules qui regroupent toutes sortes de ressources à l'intérieur d'un scénario, une variété d'acteurs qui interviennent, des documents, des outils, des activités, tout ça regroupé dans des scénarios. Ensuite, la gestion des ressources éducatives libres par les apprenants et les facilitateurs est centrale pour la personnalisation. Je vous dis ça parce qu'on a fait un autre cours en francophonie avec les gens de l'Université de Moncton, et c'était un cours très ouvert où on souhaitait que les apprenants personnalisent, mais il y avait quand même très peu de moyens, eux, pour gérer leur environnement, pour l'adapter. Et il y a eu énormément de problèmes techniques à travers ça, parce que les gens devaient collaborer ensemble, mais il y avait certains qui étaient familiers avec tel outil, puis les autres pas du tout. Alors les gens ne pouvaient pas vraiment collaborer. Il y a des problèmes extrêmement concrets là, qui se sont posés. Alors, on pense que les plateformes de CLOM, et plus généralement d'environnement numérique d'apprentissage, même si vous n'êtes pas dans un contexte de cours en ligne ouvert et massif, ben, ces plateformes devraient fournir des outils de gestion des ressources éducatives libres pour le référencement des ressources, pour la recherche, leur adaptation, leur contextualisation et leur intégration à l'environnement de cours. Alors, je donne l'exemple d'un des deux cours que nous avons dans ULibre. Il est développé dans la plateforme OpenEDX, qui est une des plateformes qu'on utilise là, de plus en plus et qui a l'avantage d'être libre, d'être ouverte, d'être libre. Et on met à côté un logiciel qu'on a développé, qui est en usage dans les collèges, comme je le disais tantôt, qui est le logiciel Comet. Alors, c'est un logiciel de gestion des ressources de deuxième génération, en ce sens qu'il est axé sur le web de données liées, c'est-à-dire que peu importe les ressources, comment elles sont référencées, quelles sont leurs propriétés, on peut intégrer tout ça dans un graphe dans lequel on peut circuler et auquel on peut faire des requêtes pour trouver les ressources. Et évidemment, au moment de la conception, on va faire une recherche dans un logiciel comme Comet, de façon à intégrer les ressources. Les deux ne sont pas encore très bien liés. On est obligé d'utiliser l'un, et puis après ça, on regarde les ressources qu'on a et on entre dans la plateforme qui est assez facile d'utilisation, même pour un étudiant. On entre dans la plateforme OpenEDX. Et lorsque le cours est complété, ben là, il y a de nouvelles ressources qui possiblement vont avoir été développées à l'intérieur du cours et qui pourront être ajoutées, réinsérées, si on veut, dans la plateforme de gestion des ressources pour continuer ainsi le processus. Alors, ça, c'est une façon d'aider à la personnalisation par l'intégration des outils. Alors, les méthodes de personnalisation dans les CLOM, ben, il y en a plusieurs là qu'on est en train d'étudier. Alors là, je vous dis, on est plus sur le plan recherche-développement. Alors, on pense que tous les CLOM devraient avoir un module de préclassification des apprenants. Si on veut commencer à personnaliser, il faut préclassifier les apprenants en sous-groupes en fonction de leurs compétences. Généralement, si vous prenez un CLOM existant, les gens ne se sont pas donné la peine de définir un profil de compétences. Alors, il faut d'abord définir un profil de compétences et tester les étudiants en fonction des compétences. Dans les plateformes, il y a généralement 3 modes d'évaluation des compétences. L'auto-évaluation par les apprenants eux-mêmes, la co-évaluation par les pairs, le peer assessment, comme on dit en anglais, ou la correction automatisée des questionnaires. On a un bon système dans Moodle, justement, qui peut être utilisé, qu'on peut intégrer dans une plateforme. Une fois qu'on a fait ça, on a des sous-groupes. Alors, les sous-groupes, en principe, peuvent être plus homogènes, soit par leur localisation géographique ou par leurs compétences. Et là, dans chacun des sous-groupes, on va appliquer des méthodes d'individualisation, de différenciation, de personnalisation, dépendant des degrés où on pense devoir aller. Alors, pour certains groupes, ils ont peut-être besoin d'être guidés davantage par la main.
on va se contenter de faire une individualisation, c'est-à-dire respecter leur rythme, mais leur donner un scénario prédéfini. Dans un autre sous-groupe, on pourrait faire davantage de différenciation et peut-être même de la personnalisation, comme dans les cours en ligne connexionnistes, par exemple. Alors, on peut aller des X-CLUM aux C-CLUM. Bon, on trouve que ces deux catégories ne sont pas vraiment significatives. Là, il faut être plus précis que ça. C'est dans les scénarios que ça va se concrétiser, évidemment. Et puis ensuite, dans les scénarios, là, on peut intégrer des agents d'adaptation des activités pour les activités critiques sur les ressources à consulter. Alors, dans le scénario, vous avez des activités qui sont plus des activités de gestion des équipes et tout ça. Puis à un moment donné, vous avez une activité là, où c'est vraiment important là, d'acquérir les connaissances et les compétences. Et là, ça devient capital de fournir à l'étudiant des ressources qui sont conformes à ses compétences. Et là, on peut, même à l'intérieur d'un sous-groupe, différencier davantage en recommandant des ressources alternatives, des options dans les activités aussi. Bon, alors, donc, intégrer une assistance épiphyte, ça c'est un mot qu'on utilise depuis longtemps, là, au scénario. On a développé dans le réseau LoRNet un système qui s'appelle Telos, avec lequel on a fait plusieurs applications et plusieurs projets de recherche aussi, et qui nous permet d'intégrer des agents conseillers. C'était pour illustrer le dernier point. Dans le cas où vous voulez adapter les scénarios, mais localement, vous insérez un petit agent conseiller qui tient compte de ce qu'il y a autour. Quelles sont les ressources intrants? Qu'est-ce que l'étudiant doit produire? Est-ce qu'il y a un facilitateur dans le décor? Est-ce qu'il y a un seul acteur? Est-ce que c'est un groupe d'apprenants? Vous tenez compte d'un peu de tout ça. Et puis, vous les insérez uniquement aux modules et aux activités critiques. Et puis, ces petits agents, ils sont automatisés, mais ils sont planifiés par des règles qui consultent les compétences de l'apprenant qui a réalisé cette activité. Alors, ça, c'est notre outil dans Telos de planification graphique, dans lequel on voit ici, à droite, on a un petit agent conseiller qui ne conseille que sur cette activité-là. Et on voit de cette activité, il y a des ressources intrants, il y a un acteur qui est un étudiant, puis il y a un facilitateur aussi qui est dans le décor qui peut conseiller l'étudiant. Alors, on peut, à ce moment-là, une fois qu'on a fait ça, faire des recommandations directes. Alors, des règles de recommandation directes, où on donne un URL d'une ressource à suivre, ou des recommandations par notification à un tuteur, qui, à ce moment-là, va se faire conseiller d'aider tel étudiant et de lui recommander telle ressource et d'en discuter avec lui, par exemple celle-ci. Ça, c'est une voie. C'est une voie où on met beaucoup d'accent sur la conception et beaucoup de travail de la part du professeur, alors que pour apprendre, il faut mettre plus d'accent sur le travail de l'étudiant. Mais il y a moyen de combiner les deux aussi. Donc, l'autre paradigme, si on veut, c'est les cours en ligne ouverts et massifs, ou les ENA, les environnements numériques d'apprentissage, ouverts et participatifs. Dans ce cas, on a un cours dont la conception continue en cours de diffusion. Donc, c'est suffisamment ouvert pour qu'on puisse adapter des composantes en cours de route. Et donc, il y a un scénario d'amorçage au début, et puis le scénario s'améliore. Alors, ce sont des CLUM qui combinent des ressources spécifiques à un cours, des ressources prédéfinies, des documents, des présentations, tout ce qu'on veut, mais avec des ressources intégrées à l'environnement personnel de l'apprenant. Donc, on tient compte que l'apprenant a dans son décor des différentes ressources qu'il pourra utiliser. Et puis, dans un CLUM ouvert et participatif, on utilise des ressources qui sont obtenues, créées ou modifiées par les apprenants à l'aide d'outils du web sémantique et social. Je donnais l'exemple tantôt de Comet, c'en est un exemple. C'est l'exemple pour trouver des ressources, faire des recherches de ressources, les trouver et les intégrer à son environnement personnel d'apprentissage. Et ensuite, assurer un partage de la conception de l'environnement
numérique d'apprentissage entre les facilitateurs et les apprenants. Donc, il y a un environnement d'amorçage au début et puis il y a une évolution en cours de route. C'est une façon extrêmement importante de personnaliser. Alors, dans l'environnement personnel d'apprentissage, EPA, ben, vous avez toute cette panoplie d'outils possibles qu'on retrouve sur le web social. Donc, des outils de diffusion, alors YouTube, Blogger, etc. Des outils de production collaborative. Alors, toute la panoplie là, des outils Google qu'on nous offre, c'est un autre exemple. Des outils de réseautage, Facebook, Twitter, etc. Des outils d'agrégation où on peut regrouper, faire ce qu'on appelle des mash-ups, alors qu'on peut regrouper. Et vous pouvez insérer tout ça dans des environnements personnels d'apprentissage. Alors, j'ai bien aimé l'exposé précédent à nos amis de l'ETS parce qu'ils m'ont l'air d'être partis dans cette voie-là. Là. Puis ça va aider beaucoup les étudiants à se construire des environnements personnels d'apprentissage qui devront être combinés avec les environnements spécifiques à un cours. Alors, on obtient à ce moment-là une forte composante de personnalisation dans l'environnement. Ceci, c'est un modèle d'environnement numérique d'apprentissage qu'on a développé il y a quelques années, mais que je remets ici parce que ça peut être ça, le modèle d'environnement. Ça peut être comme ça que l'on structure l'environnement d'apprentissage d'un cours. Donc, vous avez au cœur des outils d'autogestion. Alors, les outils d'autogestion contiennent le scénario qui est en ligne, qui est prescrit ou évolutif, et les moyens de gérer le scénario. Alors là, il y a toutes sortes d'outils qui peuvent donner des outils de progression dans le scénario, des outils, comment se comportent les autres étudiants dans mon scénario. On a fait un peu de ça dans certaines plateformes. Ensuite, vous avez l'espace d'information. L'espace d'information, lui, regroupe les documents, les outils de recherche, les liens aux experts de contenu, tout ce qui peut amener de l'information utile pour réaliser les activités du scénario. Vous avez l'espace de production qui regroupe les outils de réalisation des travaux. Donc, plusieurs là, sont accessibles sur le Web 2.0. Et puis, vous avez des outils de collaboration qui regroupent les outils de communication et d'interaction sociale. Et puis, vous avez finalement l'espace d'assistance qui regroupe les concepts, les liens aux facilitateurs et les agents conseillers, s'il y en a, dont je parlais tantôt. Alors, il y a toute une variété. Donc, c'est un modèle générique, évidemment, mais qui va s'instancier de différentes façons, selon les cours, selon l'institution, selon le contexte, et selon le degré d'individualisation, de différenciation, de personnalisation qu'on veut mettre dans les environnements. Alors, je vais terminer, je pense qu'il me reste une minute. Bon, je vais terminer là-dessus, sur un projet de recherche actuel qui est une thèse de doctorat qui a pour objectif d'instrumenter justement les concepteurs pour favoriser la personnalisation dans les cours en ligne ouverts et massifs, mais aussi dans les environnements numériques d'apprentissage plus traditionnels et avec peut-être moins d'étudiants, comme on le pratique encore majoritairement là, à la Téléuniversité et dans plusieurs institutions. Alors, c'est une thèse au doctorat en informatique cognitive dont l'étudiante est Rim Bejaoui, que je co-dirige avec Josiane Basque. Alors, ce qu'on fait là-dedans, je pense que je ne vais pas pouvoir entrer très à fond dans le détail de la thèse, mais essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on réfléchit là, depuis 1 an et demi aux différentes dimensions de la personnalisation. Ça nous amène à modéliser ce qu'on appelle une ontologie. Qu'est-ce qu'un scénario pédagogique personnalisable? Alors là, il peut être personnalisé selon les compétences. Est-ce qu'on donne le choix aux gens de choisir des compétences? Est-ce qu'il va être personnalisé en fonction des ressources qui vont être offertes aux étudiants, en fonction des activités, donc en fonction des composantes de l'environnement numérique d'apprentissage? Ça, c'est un volet de personnalisation. L'autre volet de personnalisation, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans l'environnement personnel d'apprentissage de l'étudiant? Est-ce qu'on va lui suggérer des choses? Donc, toutes les façons dont vous allez voir, ça donne un modèle que je n'aurai pas le temps de présenter, mais assez élaboré.
Ensuite, on se sert de cette ontologie-là pour développer une grille d'évaluation du niveau de personnalisation. Si vous avez déjà un cours et vous voulez l'améliorer en termes de personnalisation, vous appliquez l'ontologie, vous vous instanciez en fonction du cours, puis ça vous donne une évaluation. Oui, c'est bien personnalisé par rapport à tel aspect, pas du tout par rapport à tel autre, oui, par rapport à tel autre. Et si c'est un nouveau cours que vous êtes en train de construire, bien, vous pouvez choisir à la carte sur quoi vous allez personnaliser, de quelle façon. Il y a tellement de degrés de liberté et de variété possibles. Alors, cette grille, elle existe actuellement et elle fait l'objet d'un prototype qu'on va implanter dans notre système de recherche-développement TELOS. Et c'est un prototype de système assistance pour la conception de cours personnalisés ou pour la personnalisation de cours existants. Et ça, c'est en train de se compléter. Il y a un prototype qui existe qu'on pourra montrer bientôt et ensuite qu'on va évidemment évaluer et valider d'ici la fin de la thèse en question. Alors, je crois que je vais terminer là-dessus. Donc, dans l'ontologie, il y a des propriétés pour adapter des composantes, puis il y a des propriétés pour assister l'étudiant dans son autogestion de son environnement numérique d'apprentissage. Et puis, il y a des modèles, et puis il y a des règles, et puis il y a un prototype d'aide à la personnalisation qui est en cours de développement. Et je vous remercie. Voilà.